Dans la salle feutrée du restaurant, les verres de cristal s'entrechoquaient comme des cloches de victoire, chaque tintement rappelant à Malik la défaite de sa propre vie. À 28 ans, il portait un uniforme impeccable, mais derrière son sourire forcé, il cachait la fatigue d'un homme qui se battait chaque jour pour ne pas s'effondrer. Les clients riaient bruyamment, engloutissant des bouteilles de vin dont le prix dépassait son loyer mensuel. Lui, il devait supplier son propriétaire pour qu'on ne jette pas ses affaires dans la rue. Le contraste lui faisait mal. Pendant que ces hommes commandaient des plats hors de prix juste pour goûter, Malik rentrait souvent le ventre vide. Sa petite amie l'avait quitté avec une phrase qui résonnait encore dans sa tête comme une gifle: « Un homme qui n'est pas capable d'acheter un sac de 10 000 francs n'est pas un homme. » Depuis, son cœur s'était endurci. Il continuait à servir avec politesse, mais son âme brûlait de honte. Chaque soir, il observait ses montres en or, ses costumes taillés sur mesure, ses sourires arrogants. Et chaque soir, il se demandait: pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui me manque? Pourtant, la réponse ne venait jamais. Ce restaurant était une prison dorée, il y voyait de près ce monde qui brillait, mais savait qu'il n'en ferait jamais partie. La fissure s'ouvrit le jour où, osant un peu de courage, il demanda à un client de son âge comment il avait fait pour devenir riche. La réponse fut glaciale: « De quel droit tu me parles? Je ne parle qu'aux gens de ma classe. » Les rires autour de la table l'achevèrent. Malik s'était excusé, baissant la tête, avant de courir aux toilettes. Là, enfermé dans le silence, il avait pleuré comme un enfant. Et ce soir-là, dans le miroir des lavabos, il avait juré: plus jamais il ne tendrait la main, plus jamais il n'oserait poser de questions. Mais dans ses yeux rougis brillait une promesse silencieuse: le jour où l'occasion se présenterait, il ne serait plus jamais l'homme qu'on humilie. Chaque matin, Malik se réveillait avec la peur d'entendre frapper à sa porte. Ce n'était pas la visite d'un ami qu'il craignait, mais celle du propriétaire, le visage fermé, qui réclamait son loyer en retard. Dans sa petite chambre délabrée, il n'y avait qu'un vieux matelas posé à même le sol et un ventilateur qui grinçait. Ses chaussures, trop usées, appartenaient en réalité à son voisin qui l'empruntait presque chaque jour. La honte le suivait comme une ombre. Parfois, il quittait la maison le ventre vide, avalant seulement un verre d'eau pour tromper la faim. Au restaurant, la douleur était encore plus grande. Les clients commandaient des bouteilles de vin dont le prix dépassait son salaire mensuel. Une simple gorgée coûtait plus cher que ce qu'il dépensait pour nourrir son foyer une semaine entière. Parfois, l'un d'eux renversait son verre, d'un geste désinvolte, demandait à en ouvrir un autre, sans même y penser. Malik servait avec un sourire figé, mais à l'intérieur il criait. Il se disait: le monde est injuste, il y a des hommes qui jettent l'argent, et d'autres qui mendient pour un repas. Chaque service était une gifle silencieuse. Cette rage muette se mélangeait à un profond sentiment d'échec. Il se souvenait encore du jour où sa petite amie avait tourné le dos, parce qu'il n'avait pas pu lui offrir un sac à 10 000 francs. 10 000 francs, une somme ridicule pour ces riches, mais un gouffre pour lui. Elle lui avait lancé: tu n'es pas un vrai homme. Ces mots l'avaient brisé plus que toutes les dettes accumulées. Depuis, il avait l'impression de marcher dans la vie avec une étiquette invisible sur le front: pauvre, incapable, inutile. Chaque sourire forcé au travail le tuait un peu plus. Pour survivre à cette humiliation quotidienne, Malik s'était imposé une discipline de fer. Ne jamais se plaindre, ne jamais montrer sa colère, ne jamais laisser paraître sa honte. Il répétait, sourit, serre les dents, encaisse. Mais chaque soir, en rentrant, il s'asseyait seul dans sa chambre obscure et regardait le plafond en silence. Il comptait les billets qu'il avait durement gagnés, puis notait les dettes qui dépassaient toujours ses revenus. Ses mains tremblaient parfois en serrant les pièces de monnaie. Il se demandait jusqu'à quand il allait tenir, jusqu'à quand il accepterait d'être l'homme que tout le monde méprise. Un soir, alors qu'il essuyait une table encore parfumée du vin renversé par un riche client, Malik eut une pensée violente: eux et moi, nous vivons sur deux planètes. Il se sentait étranger dans ce monde où l'argent se gaspillait comme de l'eau. Mais ce soir-là, quelque chose changea dans son regard. Derrière la fatigue, derrière l'humiliation, une étincelle de révolte apparut. Comme si la douleur accumulée n'était plus une simple cicatrice, mais une arme prête à exploser. Malik ne le savait pas encore, mais ce restaurant n'allait pas seulement être son lieu de travail.
Il allait devenir son enfer. Ce soir-là, le restaurant brillait d'une lumière particulière. À une table près de la baie vitrée, un jeune homme d'allure élégante riait entouré de ses amis. Sa montre scintillait comme une petite lune et son iPhone dernier modèle attirait tous les regards. Malik, en le servant, remarqua qu'ils avaient sensiblement le même âge. Une pensée folle traversa son esprit, lui et moi, nous avons grandi dans le même monde, alors pourquoi sommes-nous si différents aujourd'hui? Le cœur battant, il décida de franchir la barrière invisible entre eux. Peut-être, juste peut-être, cet homme aurait une réponse. Alors qu'il déposait une bouteille sur la table, Malik prit son courage à deux mains. Il parla à voix basse, avec respect. « Excusez-moi, monsieur, je voulais juste savoir, comment avez-vous fait pour en arriver là ?» Le silence dura une seconde, mais ce fut une éternité. Le jeune riche se tourna lentement vers lui, le fixa avec un sourire froid, puis lâcha d'une voix cinglante. « Et toi? Tu oses me parler? Je ne parle qu'aux riches, pas aux larbins. » La table éclata de rire. Leurs regards étaient des lames, et Malik se sentit poignardé au milieu de tous. Le sang monta à sa tête. Ses mains tremblaient, son souffle se bloqua. Il tenta de sourire, mais son visage se crispa. Ses yeux se remplirent de larmes, qu'il refusa de laisser tomber devant eux. « Pourquoi j'ai ouvert la bouche ?» pensa-t-il. Honteux, il s'excusa rapidement, baissa les yeux et recula en silence. Mais à l'intérieur, une douleur insoutenable se mélangeait à une colère muette. Ces mots résonnaient en boucle, « Je ne parle qu'aux riches. » Comme si sa pauvreté n'était pas seulement une condition, mais une condamnation. Comme si sa voix n'avait pas le droit d'exister. Il quitta discrètement la salle et courut aux toilettes. Là, devant le miroir fissuré, il craqua. Les larmes coulèrent sans retenue, étouffées par ses mains posées sur son visage. Chaque sanglot était une brûlure. Il se regarda et murmura. « Tu n'es rien, Malik. Rien. » Puis, il serra les poings. Entre deux sanglots, une promesse naquit, plus jamais il ne chercherait la sympathie de ces gens. Plus jamais il ne se rabaisserait à tendre la main. Désormais, il ferait son travail, strictement son travail. Un serveur sans sourire, sans espoir, sans naïveté. Il décida de fermer son cœur. En se redressant, les yeux rouges, il essuya ses joues et réajusta son uniforme. Quand il retourna dans la salle, son visage était figé, comme un masque impénétrable. Il avançait d'un pas raide, servait mécaniquement, sans un mot de plus que nécessaire. Pourtant, dans son regard, une fissure restait ouverte. La blessure était profonde, irréversible. Cette humiliation publique venait de changer quelque chose en lui. Il ne le savait pas encore, mais cette nuit dans les toilettes n'était pas seulement une chute. C'était aussi le début d'une transformation silencieuse, une graine sombre qui venait d'être plantée dans son âme. Un soir, alors que la salle résonnait de conversations arrogantes et de rires forcés, un nouveau client fit son entrée. Contrairement aux habitués, il ne portait pas la morgue des riches qui viennent exhiber leur fortune. Son pas était assuré, mais son sourire semblait humain. Il serra la main du portier, salua les serveurs et s'installa calmement à une table isolée. Son allure respirait la richesse, montre en or, costume impeccable, parfum discret mais puissant. Pourtant, ce n'était pas cela qui frappa Malik. C'était son regard franc, presque bienveillant. Pour la première fois, il se sentit vu autrement que comme un simple serveur. En lui servant son plat, Malik garda son visage fermé, comme à son habitude depuis son humiliation passée. Mais l'homme leva les yeux et dit d'un ton léger. « Pourquoi ton front est si fermé, mon frère ?» Malik, surpris, répondit sèchement. « Non, rien. Juste des petits soucis. » L'homme esquissa un sourire complice. « Je connais ce regard. C'est celui d'un homme qui en a marre d'être pauvre. Et vu l'endroit où tu travailles, je comprends. » Ces mots frappèrent Malik comme une gifle, mais une gifle douce, celle qui réveille. Pour la première fois, quelqu'un lisait sa douleur sans qu'il ait besoin de parler. Son cœur battit plus vite. Entre la honte et l'étonnement, il ne sut quoi répondre. Personne ne lui avait jamais dit cela de manière aussi directe, sans moquerie, sans mépris. Ses yeux s'humidifièrent malgré lui,
mais il détourna le regard pour ne rien montrer. « Comment cet homme peut lire en moi si facilement ?» se demanda-t-il. Une part de lui voulait fuir, une autre voulait s'accrocher à ce regard qui ne le jugeait pas. Il se contenta d'hocher la tête et de dire faiblement. « Vous avez raison, c'est la vie. » Mais au fond de lui, une brèche venait de s'ouvrir. La soirée continua, et Malik s'occupa des autres clients avec son masque habituel. Mais il jetait parfois un coup d'œil discret vers cet homme étrange qui semblait si à l'aise, si différent. À la fin du repas, il apporta l'addition, un montant exorbitant que l'homme régla sans sourciller. Puis, à la surprise de Malik, il glissa 200 000 francs en pourboire. 200 000. L'équivalent de 2 mois de salaire. Malik resta figé, bouche entr'ouverte. Pourquoi ? L'homme éclata de rire. Parce que je peux, et parce que tu en as besoin. Garde ça, c'est rien pour moi. Quand Malik rentra chez lui ce soir-là, son cœur battait d'un rythme qu'il ne connaissait pas. 200 000 francs. Avec cet argent, il régla son propriétaire, acheta de vraies chaussures, remplit enfin son armoire de provisions. En une nuit, il avait retrouvé une dignité qu'il croyait perdue. Mais surtout, il avait goûté à quelque chose qu'il n'avait jamais connu, la sensation de respirer sans le poids des dettes, la joie simple d'acheter sans calculer. Et en s'allongeant sur son matelas, il murmura dans le noir. « Seigneur, est-ce que ce soir, tu viens de m'envoyer un signe ?» 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette soirée improbable. Malik avait déjà presque dépensé l'argent du pourboire, mais il en gardait un souvenir brûlant. Cet argent avait été comme une bouffée d'oxygène, mais il avait aussi réveillé une faim plus grande encore. Alors, quand Babin franchit de nouveau la porte du restaurant, Malik sentit son cœur bondir. Le même sourire franc, la même assurance tranquille. Mais cette fois, Malik n'était pas seulement le serveur qui prenait une commande. Il était l'homme qui attendait quelque chose, même s'il ne savait pas quoi. L'air autour de lui semblait plus lourd, chargé d'une tension silencieuse. Quand il apporta le plat, Babin le fixa droit dans les yeux et demanda doucement. « Alors, ce petit cadeau, il t'a aidé ?» Malik, pris au dépourvu, répondit d'une voix basse. « Oui, merci. Vous ne savez pas, j'ai pu régler mon loyer, acheter un peu à manger. » Babin hocha la tête. Puis, après un silence calculé, il demanda. « Les 10 mois, tu es heureux de travailler ici ?» Malik baissa les yeux. Son visage s'assombrit. « Non. Si je pouvais, je quitterais cet endroit demain. Je déteste chaque seconde que je passe ici. » Ces mots avaient franchi ses lèvres comme une confession, brutale, irréversible. En prononçant cette vérité, Malik sentit sa poitrine se serrer. C'était comme avouer un crime, comme si son masque venait de tomber. Babin souriait toujours, mais son regard avait changé, plus intense, presque intrigant. Malik se sentit nu devant lui, exposé. Il craignait d'avoir dit trop, mais en même temps, une étrange chaleur l'envahissait. C'était la première fois qu'un client ne le réduisait pas à un simple serveur. La première fois qu'il osait dire « Je n'aime pas ma vie ». Et que quelqu'un l'écoutait réellement. Alors que la soirée touchait à sa fin, Babin signa l'addition avec la même aisance que la première fois. Mais avant de partir, il se pencha vers Malik et dit calmement. « Ce soir, à 22h, j'attendrai devant le restaurant. Viens, on parlera mieux. » Ces mots résonnèrent dans la tête de Malik toute la fin du service. Ses mains tremblaient en tenant les verres, son cœur battait comme un tambour. Devait-il y aller ? Était-ce une chance ou un piège ? Quand l'horloge sonna 22h, il sortit. Et là, garé devant le restaurant, une Lamborghini Urus l'attendait. Les néons du restaurant se reflétaient sur la carrosserie sombre de la voiture, qui brillait comme un joyau interdit. Malik resta figé, incapable d'avancer, incapable de reculer. Son bus habituel venait de passer au loin, mais ses yeux restaient fixés sur cette machine luxueuse qu'il n'avait vue qu'en photo. La portière s'ouvrit lentement, et Babin, assis à l'arrière, fit signe. D'une voix qui n'admettait pas de refus, il lança. « Monte. Je vais te raccompagner. » À cet instant précis, Malik sut que sa vie était en train de basculer. Mais il ne savait pas encore dans quel abîme. À l'intérieur de la Lamborghini,
Malik n'osait presque pas bouger. L'odeur du cuir neuf et des parfums luxueux l'enveloppait, étrangère, intimidante. Babin s'était installé à l'arrière, détendu, les jambes croisées, comme un roi dans son palais roulant. Le silence pesait, interrompu seulement par le ronronnement du moteur. Malik se sentait comme un intrus dans un univers trop grand pour lui. Puis Babin se tourna, ses yeux brillants dans la pénombre. Sa voix était calme, presque douce. « Malik, j'ai une proposition à te faire. Si tu acceptes, tu n'auras plus jamais besoin de travailler. » Malik fronça les sourcils. Son cœur accéléra, partagé entre l'espoir et la méfiance. Babin poursuivit. « J'ai des amis, très riches. Ils aiment passer du temps avec de jeunes hommes, beaux, discrets, comme toi. Une seule nuit avec eux, et tu gagnes 1 million. » Le choc fut brutal. Malik se redressa, la gorge sèche. « Et quoi ? Jamais. Je suis un homme, pas une femme. » Babin haussa les épaules avec un sourire ironique. « Tu restes un homme, Malik. C'est juste, un secret. Tous les grands de ce monde ont un secret. Et toi, tu pourrais enfin être libre. » Les mots résonnaient comme un poison. Malik sentit son estomac se nouer, sa poitrine se serrer. La honte et la colère se mêlaient dans son regard. Comment ose-t-il, pensa-t-il. Ses mains se crispèrent sur son pantalon. Tout son être rejetait cette idée, tout son corps criait non. Pourtant, au fond de lui, une autre voix chuchotait, 1 million pour une nuit. Il repoussa cette pensée immédiatement. Sa dignité, son identité d'homme, c'était tout ce qui lui restait. Ses lèvres tremblantes murmurèrent. « Je ne peux pas. C'est contre ma nature. C'est contre moi. » Babin, imperturbable, se pencha légèrement, sa voix toujours calme. « Réfléchis bien. Au restaurant, tu te fais déjà utiliser. Tu souris, tu serres les dents, tu encaisses. Et pourquoi ? Pour quelques billets. Ici, tu serais utilisé aussi, mais pour 10 fois plus en une seule nuit. » Malik le coupa sèchement. « Je préfère être pauvre. » Son ton était ferme, catégorique, sans appel. Il détourna le regard vers la vitre, les poings serrés, comme pour mettre une barrière invisible entre lui et cette tentation. Un silence lourd remplit l'habitacle. Babin le regarda longuement, puis sourit d'un air mystérieux. « Très bien. Je respecte ton choix. Mais si jamais tu changes d'avis, appelle-moi. » Il tendit une carte avec son numéro, comme un piège posé sans insistance. La voiture s'arrêta devant la maison de Malik. En sortant, celui-ci sentit les regards de tout le quartier fixés sur lui. Une Lamborghini à sa porte, un homme riche qui lui dit au revoir. Toute la rue observait. Malik baissa les yeux, le cœur battant. Il savait qu'à partir de ce soir, les rumeurs allaient commencer à le dévorer. La Lamborghini s'éloigna dans un rugissement sourd, laissant derrière elle une traînée de murmures. Presque tout le quartier avait vu Malik descendre de la voiture. Certains restèrent bouche bée, d'autres échangèrent des regards lourds de suspicion. Dans cette rue où les disputes de voisinage et les dettes de marché faisaient l'actualité, l'image de Malik sortant d'un bolide qu'on ne voyait que dans les clips était un séisme. On chuchotait déjà, c'est lui qu'on a déposé dans la grosse voiture. Les yeux le suivaient, et Malik sentit ce poids nouveau, celui d'être regardé différemment. Dès le lendemain, les salutations changèrent. Ceux qui ne le calculaient jamais auparavant s'empressaient de lui dire bonjour, avec un sourire forcé. Des jeunes du quartier, qui autrefois se moquaient de ses chaussures usées, marchaient maintenant à ses côtés comme s'ils avaient toujours été proches. Même des voisins plus âgés, qui l'ignoraient d'habitude, l'appelaient par son prénom avec une chaleur soudaine. « Malik, tu es là ? On dirait que Dieu a commencé à t'élever. » Ces mots flattaient son ego. Pour la première fois, il sentait que sa présence comptait, que son existence prenait une autre couleur. Il aurait dû s'en méfier, mais il savourait. Dans son cœur, une douce ivresse naissait, la valeur que lui donnaient ses regards. Il marchait la tête plus haute, son pas plus assuré. La honte qu'il traînait depuis des années semblait s'effacer dans les sourires intéressés de ses voisins. Donc, voilà ce que ça fait, être vu, être respecté, pensa-t-il.
Mais ce respect n'était pas lié à qui il était, seulement à ce que les gens croyaient qu'il avait. Au fond, une voix fragile murmurait, « Si tu n'étais pas descendu de cette voiture, il ne te regarderait même pas. » Malik ne dit rien. Il acceptait ces salutations comme une revanche sur toutes les humiliations passées. Mais quand il reprit son service au restaurant, la gifle fut brutale. Ici, rien n'avait changé. Les clients riches continuaient à le regarder comme un simple serveur. On lui claquait des doigts pour qu'il s'approche, on lui parlait sans le regarder, comme s'il n'avait pas d'âme. L'écart entre le respect du quartier et le mépris du restaurant devint insupportable. Dans la rue, il était presque un grand. Ici, il n'était qu'une ombre qui portait des assiettes. Et cette contradiction lui déchirait l'esprit. Ce soir-là, en essuyant une table, Malik sentit une colère sourde monter en lui. Dans son quartier, il goûtait pour la première fois au respect. Mais dans ce lieu, il redevenait un zéro. Et plus l'écart grandissait, plus la tentation prenait racine. Sa main serra le torchon avec une rage contenue. « Je mérite plus que ça », pensa-t-il. Derrière son masque impassible, une guerre intérieure se déclarait. Il savait que l'argent pouvait transformer l'image qu'on avait de lui. Mais à quel prix? Une question commençait à le hanter, fallait-il céder pour être enfin quelqu'un? Chaque soir, Malik rentrait avec cette contradiction qui le déchirait. Dans son quartier, il était devenu un homme respecté, presque admiré. Mais au restaurant, il redevenait invisible, méprisé, réduit à un simple outil. Cette dualité l'empoisonnait. Sur son lit, les yeux fixés au plafond, il se répétait « Je suis fatigué de souffrir. Fatigué de jouer aux pauvres dignes. » Pourtant, au fond de lui, une barrière résistait encore, il refusait de se vendre. Mais cette barrière commençait à s'effriter, rongée par les humiliations quotidiennes et le souvenir du parfum de cuir et de luxe dans la Lamborghini. Un midi, un client renversa volontairement un verre et l'accusa sèchement. « Tu ne sais même pas travailler correctement. » La table éclata de rire. Malik resta figé, honteux, pendant que le vin coulait sur ses chaussures usées. Son supérieur lui lança un regard qui disait « Ne réponds pas, encaisse. » Le sang de Malik bouillait. Mais il dut s'excuser, comme toujours. Quand il quitta la table, sa gorge brûlait de rage contenue. Il entendit encore la voix de Babin dans sa tête, au restaurant, « Tu te fais déjà utiliser, et pourquoi ? Quelques billets. » Ces mots revenaient comme un écho incessant. Dans son quartier, c'était tout l'inverse. Les mêmes jeunes qui se moquaient autrefois de lui l'appelaient désormais grand. Certains lui demandaient même conseil, comme s'il avait percé un secret. Ses regards flattaient son ego. Il découvrait une nouvelle sensation, la puissance. Alors c'est ça, être quelqu'un, pensa-t-il en marchant la tête haute. Mais cette puissance n'était pas réelle, elle était bâtie sur un malentendu. Malik le savait, mais il refusait d'y renoncer. Plus le temps passait, plus la tentation se glissait en lui, douce et perfide, comme un poison qui se répand dans le sang sans qu'on s'en rende compte. Un soir, en rentrant, il prit le petit bout de papier que Babin lui avait laissé. Le numéro brillait sous la faible lumière de l'ampoule de sa chambre. Ses doigts tremblaient en tenant le téléphone. Il tapa les premiers chiffres, puis effaça. Il recommença, puis s'arrêta encore. Sa respiration était lourde. Il n'arrivait pas à composer le numéro jusqu'au bout, mais il n'arrivait pas non plus à le jeter. Alors il plia soigneusement le papier et le glissa dans son portefeuille, juste à côté de ses billets. Comme pour se rappeler qu'une porte existait. Une porte interdite, mais toujours ouverte. Allongé dans l'obscurité, Malik entendait les rires de ses voisins qui discutaient encore de la fameuse Lamborghini. Dans sa tête, une phrase revenait en boucle, « Je préfère être pauvre. » Mais chaque humiliation, chaque regard méprisant des clients fissurait un peu plus cette promesse. Sa dignité luttait contre sa faim, sa morale contre son désir de respect. Et chaque jour, l'écart grandissait. Au fond de lui, il savait qu'il ne tiendrait pas éternellement. Un soir, tôt ou tard, il composerait ce numéro. La vraie question n'était plus si, mais quand. Ce soir-là, la salle était bondée, et Malik courait d'une table à l'autre. Un client ivre claqua des doigts et lui cria dessus. « Vé, garçon. Tu es lent comme une tortue. »
Puis, d'un geste brusque, il renversa volontairement une assiette sur lui. Les rires éclatèrent, comme des balles qui transpercent l'orgueil. La sauce coulait sur son uniforme, et Malik sentit ses oreilles brûler de honte. Son supérieur le regarda froidement et souffla. « Nettoie ça et arrête de traîner. » À cet instant, quelque chose céda en lui. Il ne voulait plus jamais vivre ça. Jamais. Dans les toilettes, Malik serra le papier avec le numéro de Babin. Ses doigts tremblaient, ses yeux pleins de larmes et de rage. Il composa les chiffres d'une main incertaine. Quand la voix de Babin répondit, il dit d'un ton sec, presque désespéré. « Je suis prêt. » Un silence court, puis un sourire perceptible à travers le combiné. « Je savais que tu finirais par comprendre. Ce soir même, je t'envoie une adresse. Prépare-toi. » Quand Malik raccrocha, son cœur battait à tout rompre. Il savait qu'il franchissait une limite dont il ne reviendrait pas. Mais il ne recula pas. La nuit fut longue et suffocante. L'homme qu'il rencontra n'était pas un jeune riche insouciant, mais un vieil homme au regard lourd, au sourire inquiétant. Malik se sentit trahi, piégé dans un rôle qu'il n'avait jamais imaginé jouer. Chaque seconde fut une agonie, chaque geste une blessure profonde. Son corps lui appartenait de moins en moins. Sa dignité s'effritait, son âme criait, mais sa bouche resta muette. Dans ce silence forcé, il comprit que son premier pas n'était pas une marche vers la liberté, mais une chute dans un gouffre sans fond. Un gouffre dont il ne sortirait jamais intact. Au petit matin, il quitta la chambre comme un fantôme. Ses jambes tremblaient, sa démarche était lourde, son dos douloureux. Il ne sentait plus son corps, seulement un vide immense. Mais quelques heures plus tard, son téléphone vibra. Une notification, un virement d'1 million. Malik resta figé, incrédule. Ses mains tremblaient en caressant l'écran. 1 million. Jamais il n'avait vu autant d'argent d'un seul coup. Son cœur accéléra. Entre la douleur physique et l'euphorie financière, son esprit se déchira. Est-ce que ça valait ça? La question le rongeait, mais l'argent brillait plus fort que ses blessures. Allongé dans son lit, incapable de s'asseoir correctement, Malik regardait fixement les chiffres sur son téléphone. Sa douleur était réelle, brûlante, mais l'argent l'était aussi. Il sentait la honte coller à sa peau comme une seconde chair, et pourtant, un sourire amer se dessinait sur son visage. Pour la première fois, il n'était plus pauvre. Pour la première fois, il pouvait se dire qu'il avait franchi la barrière. Mais à quel prix? Dans son regard vide brillait une lueur troublante, il savait qu'une fois la douleur passée, la tentation de recommencer serait plus forte que jamais. Le lendemain de cette nuit maudite, Malik resta allongé des heures, incapable de s'asseoir correctement. Son corps criait de douleur, son esprit était encore hanté par les images qu'il aurait voulu effacer. Quand Babin l'appela, sa voix tranchante résonna dans le téléphone. « Ce soir, il y a un autre client. » Malik répondit avec colère. « Non. Jamais. J'ai trop mal. Je dois me reposer. » Il pensait avoir mis un point final. Mais en raccrochant, son regard retomba sur le sol où traînaient quelques billets de son premier million. Et la tentation s'infiltra de nouveau. 2 jours plus tard, Babin rappela encore. Cette fois, sa voix n'avait rien de pressant, elle était presque douce, persuasive. « Malik, réfléchis bien. Tu as déjà goûté à l'argent. Je peux t'offrir 2 millions en 2 jours. Juste 2 nuits, et tu n'auras plus à penser au loyer, ni aux dettes. 2 millions, Malik. » Les mots étaient comme un poison sucré. Malik ferma les yeux. Sa douleur n'était pas encore partie, mais ses pensées s'égaraient déjà. 2 millions, c'est ce que certains ne gagnent pas en 2 ans. Son silence suffit pour que Babin comprenne qu'il commençait à céder. Dans son esprit, une guerre féroce éclata. Une voix criait, « Tu trahis ta dignité, tu te détruis. » Mais une autre, plus sournoise, murmurait, « Que as-tu à perdre? Tu souffres déjà, autant souffrir riche. » Cette idée le terrifiait, mais aussi l'attirait. Il se souvenait de son propriétaire humiliant, de ses voisins qu'il ignorait, de sa petite amie qu'il avait quittée. Tous ces souvenirs étaient comme des flammes qui alimentaient son désir de revanche. Alors,
Un soir, il prit une décision qui brisa définitivement la barrière, il envoya un message à Babin. 3 mots seulement, je suis prêt. Ce qui suivit fut rapide, brutal. En une semaine, Malik enchaîna plusieurs rendez-vous. Chaque nuit lui arrachait un peu plus de son âme, mais chaque matin venait avec une notification bancaire qui effaçait temporairement ses scrupules. Quand il fit les comptes, il réalisa qu'il avait accumulé 7 millions. 7 millions. Lui, qui devait supplier pour un billet de 1000 francs, possédait maintenant de quoi changer sa vie. Il paya ses dettes, acheta de nouveaux vêtements, marcha dans son quartier comme un homme métamorphosé. Mais derrière son sourire en public, son regard restait celui d'un homme brisé à l'intérieur. Devant son miroir, vêtu d'un costume flambant neuf, Malik toucha la poche intérieure où il gardait son portefeuille bien rempli. L'homme qu'il voyait n'était plus celui qui pleurait dans les toilettes d'un restaurant. Mais au fond, une question le rongeait, suis-je vraiment devenu quelqu'un, ou seulement une coquille pleine d'argent ? Les billets sur sa table semblaient briller comme une malédiction. Et tandis qu'il rangeait ses affaires, il se surprit à murmurer. Si c'est ça le prix pour être respecté, alors je suis déjà perdu. La spirale avait commencé, et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. En quelques semaines, Malik n'était plus le même homme. Il quitta son quartier populaire pour s'installer dans un appartement luxueux du centre-ville, avec piscine et balcon donnant sur les lumières de la capitale. Fini les murs fissurés, fini le matelas posé au sol. Désormais, il s'endormait dans des draps blancs impeccables, le parfum du neuf flottant dans l'air. Dans les couloirs, les voisins le saluaient avec respect, certains même avec envie. Chaque fois qu'il passait les portes vitrées de l'immeuble, il avait l'impression de renaître. Mais au fond de son âme, quelque chose grattait, invisible et persistant. Il changea tout, ses habits, sa démarche, ses fréquentations. Les chaussures empruntées n'étaient plus qu'un souvenir lointain. Désormais, il portait des chemises italiennes, des montres brillantes, des lunettes de soleil hors de prix. Autour de lui, de nouveaux amis apparurent, attirés par sa soudaine ascension. On l'invitait dans des soirées, on lui réservait une place VIP dans des clubs où il n'aurait jamais osé entrer avant. Sur les réseaux sociaux, il publiait chaque instant, sa montre posée à côté d'un verre de champagne, ses repas dans des restaurants chics, ses selfies dans des voitures de luxe. L'image d'un gagnant. Un voyage à Dubaï acheva de construire sa légende. Les vidéos de Malik devant des voitures exotiques, souriant sur un yacht, circulaient partout. Les commentaires fusaient, « Waouh, la belle vie ! Je veux être comme lui !» Dans son pays, son nom commençait à résonner comme celui d'un modèle de réussite. Mais chaque fois qu'il appuyait sur « Publier », un goût amer lui restait dans la bouche. Car derrière les images léchées, il y avait des nuits de douleur et de honte qu'aucune caméra ne montrait. Les gens enviaient son apparence. Personne ne devinait son enfer. Alors, Malik décida de jouer pleinement ce rôle qu'on lui imposait, celui du riche épanoui. Il souriait sur les photos, riait bruyamment dans les soirées, serrait des mains avec assurance. Mais dès qu'il rentrait seul, le masque tombait. Dans le silence de son appartement, il s'asseyait au bord du lit et fixait l'écran noir de son téléphone. Les millions s'accumulaient, mais il se sentait de plus en plus vide. Il avait l'argent, il avait l'image, mais il n'avait plus le respect de lui-même. Et cette vérité l'empoisonnait comme un secret trop lourd à porter. Une nuit, alors qu'il défilait sur ses propres photos en ligne, Malik murmura. « Tout le monde croit que je vis un rêve, mais moi, je vis un cauchemar doré. » Il referma les yeux, mais son esprit ne trouvait pas de repos. La souffrance cachée derrière chaque sourire commençait à le ronger. Ses followers l'admiraient, ses voisins l'enviaient, mais personne ne voyait ses cicatrices invisibles. Et il le savait, cette illusion qu'il alimentait chaque jour avait un prix. Un prix qu'il payait avec son corps, avec son âme. Et déjà, une fissure nouvelle se formait en lui. Ce soir-là, quand Malik entra dans une villa luxueuse, son cœur se serra. Le client qu'il devait rencontrer n'était pas un inconnu. Assis dans un fauteuil en cuir, vêtu d'un boubou de soie, c'était Idriss, un ancien camarade de classe. Ils avaient partagé les mêmes bancs d'école, les mêmes rêves de jeunesse. Malik resta figé, honteux. Mais Idriss éclata de rire en le voyant. « Toi aussi, tu es dans le circuit ?
Le mot « circuit » claqua dans l'air comme un verdict. Malik comprit qu'il n'était pas seul dans ce piège. Et cela ne fit qu'alourdir sa honte. Après la nuit passée ensemble, Malik, encore tremblant, osa poser une question. « Et dis-moi, pourquoi vous faites ça, vous les riches ?» Idriss haussa les épaules, comme si la réponse était évidente. « Juste pour être différent. Et puis, ce n'est pas toi qui dois te plaindre. On paie bien, non ?» Malik fronça les sourcils. 1 million, c'est énorme. Idriss éclata d'un rire sonore. 1 million ? Mais non, Malik. On paie 5 millions, pas un. Un silence glacé s'installa. Le sol sembla s'ouvrir sous ses pieds. Babin l'avait trahi. Depuis le début. Le choc fut brutal. Malik sentit une rage sourde l'envahir. Son cœur battait violemment, ses poings se crispèrent. 5 millions, et lui n'en recevait qu'un. Babin s'engraissait sur son dos, comme un maître exploitant son esclave. Il avait vendu sa dignité, son corps, son âme, et même dans cette chute, il était trompé. Ses yeux se remplirent de larmes, mais cette fois, ce n'était pas de la honte. C'était de la colère. Une colère brûlante, destructrice. Même ici, je suis encore utilisé. Même dans cette soi-disant réussite, je suis encore un esclave, pensa-t-il. Le lendemain, Malik appela Babin. Sa voix tremblait de rage. « Tu m'as menti. Il paie 5 millions, et toi tu me donnes un seul. » Un silence pesant, puis Babin répondit avec froideur. « C'est moi qui trouve les clients. Sans moi, tu serais encore en train de laver des verres au restaurant. Si tu n'es pas content, retourne là-bas. » Les mots frappèrent Malik comme des coups de marteau. Son souffle se coupa, sa colère explosa. Mais au fond de lui, il savait que Babin disait vrai. Il était pris dans ses filets. Prisonnier. Assis seul dans son appartement, Malik fixait la ville illuminée à travers la baie vitrée. Ses mains tremblaient, son visage était crispé. Il avait cru avoir échappé à la pauvreté, mais il avait simplement changé de maître. Avant, c'étaient les clients du restaurant qui l'humiliaient. Maintenant, c'était Babin qui le tenait en laisse. La différence ? L'argent, rien de plus. Il comprit que même sa richesse était une illusion, un piège doré. Et tandis qu'il serrait les dents, une certitude douloureuse l'envahit, il n'était pas libre. Et peut-être, il ne le serait jamais. Malik entra dans le bureau luxueux de Babin, la colère au visage, les poings serrés. L'air climatisé glacé contrastait avec la chaleur brûlante de son sang. Il claqua la porte derrière lui et lança d'une voix tremblante. « Tu m'as trompé, Babin. Tu m'exploites. » Babin, assis dans un fauteuil en cuir, leva lentement les yeux, un sourire froid au coin des lèvres. « Trompé ? Non, Malik. Je t'ai donné une vie que tu n'aurais jamais eue seule. » Le ton était calme, mais autoritaire, celui d'un maître parlant à son serviteur. Malik s'avança, les larmes de rage aux yeux. « Il paie 5 millions, et tu ne me donnes qu'un seul. Tu m'utilises comme m'utilisais au restaurant. » Babin ricana. « Et alors ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu crois que tu peux arrêter ? Tu crois que tu peux revenir en arrière ? Regarde-toi, Malik. Ton appartement, tes habits, tes voyages. Tout ça, c'est grâce à moi. Sans moi, tu redeviens le petit serveur humilié. Alors sois intelligent et continue à encaisser. » Ces mots transpercèrent Malik comme des lames. Babin venait de lui rappeler une vérité brutale, il était prisonnier. La colère brûlait dans sa poitrine, mais une peur glaciale l'étouffait. Babin avait raison. Comment retourner à sa vie d'avant, après avoir goûté à cette richesse ? Comment redevenir invisible, méprisé, après avoir été admiré ? Ses pensées tournaient comme une spirale infernale. Il avait voulu acheter sa liberté avec l'argent, mais cet argent était devenu une nouvelle chaîne. Plus il en gagnait, plus il en avait besoin. Et derrière son costume de luxe, Malik se sentait nu, impuissant. Une vérité insupportable s'imposait à lui, il n'avait pas choisi sa vie. Sa vie avait été choisie pour lui. Malgré sa rage, Malik continua. Les soirées, les rendez-vous,
les virements qui tombaient comme une pluie d'or. Mais chaque dépense creusait son esclavage. Ses nouveaux amis, ses fêtes, ses appartements, tout coûtait une fortune. Arrêter signifiait tout perdre, la reconnaissance du quartier, les regards envieux, l'illusion de puissance. Alors il serrait les dents et s'enfonçait. Chaque nuit, il vendait un morceau de lui-même, chaque matin, il s'habillait de luxe pour cacher ses cicatrices. L'argent le tenait par la gorge. Il n'était plus un homme libre, mais un jouet de babin. Et il le savait. Un soir, assis seul dans son salon, un verre de whisky à la main, Malik fixa son reflet dans la baie vitrée. Derrière lui, l'appartement brillait, mais dans ses yeux, il n'y avait qu'un gouffre. Il murmura d'une voix cassée. « J'ai tout, mais je n'ai rien. » La première fissure s'était ouverte. Son cœur ne battait plus pour vivre, mais pour survivre à sa propre prison. Il comprit que son luxe n'était pas un cadeau, mais une cage dorée. Et dans ce silence oppressant, une pensée terrible traversa son esprit, peut-être que la liberté n'existe pas. Tout commença par une fatigue étrange. Malik, d'ordinaire robuste, se retrouva cloué au lit, fiévreux, le corps brisé comme s'il avait couru des kilomètres. Les premiers jours, il pensa à une simple grippe. Mais la douleur grandit, maux de ventre atroces, migraines violentes, vertiges soudains. Les nuits devenaient un supplice, son corps transpirait à grosses gouttes alors qu'il grelottait de froid. Dans son luxueux appartement, allongé sur son lit au drap coûteux, il ressemblait à un cadavre vivant. Ses millions, ses habits de marque, ses montres en or, rien ne pouvait calmer l'agonie qui rongeait ses os. Il consulta les meilleurs médecins de la capitale. Examens, analyses, scanners, rien n'expliquait son état. Les médecins se contentaient de hausser les épaules, parlant vaguement de fatigue chronique ou de stress accumulé. Mais Malik savait que ce n'était pas cela. Car chaque fois qu'il pensait à ces nuits avec ces riches hommes, la douleur s'intensifiait, comme si son corps criait une vérité qu'il refusait d'entendre. Désemparé, il se rappela d'un vieil homme du quartier, un maître spirituel réputé pour voir au-delà du visible. Malik, autrefois sceptique, n'avait plus rien à perdre. Il décida d'aller le consulter. Le maître l'accueillit dans une petite pièce obscure, éclairée par une seule bougie. Son regard profond traversa Malik comme une lame. Après un long silence, il dit calmement. « Toi, tu n'es pas malade comme les autres. Ce que tu portes en toi n'est pas naturel. » Malik, inquiet, demanda. « Alors, qu'est-ce que j'ai ?» L'homme soupira. « Ce que les riches te font n'est pas un simple plaisir. Ils te transfèrent leurs fautes, leurs péchés, leur karma. Tu crois qu'ils paient pour rien ? » Le cœur de Malik se serra. Ses mains devinrent moites. Un frisson glacé parcourut son échine. Le maître continua, d'une voix lente et grave. Certains appartiennent à des loges, à des cercles invisibles. Leurs fautes sont lourdes comme des pierres, leurs péchés les condamneraient à une mort rapide. Mais en te prenant, toi, ils partagent ce poids. Tu deviens leur réceptacle. Chaque nuit, tu portes leurs crimes. Voilà pourquoi tu tombes malade. Malik éclata en sanglots. Ses mains couvrirent son visage. Tout son corps tremblait. Il comprenait enfin pourquoi aucun médecin n'avait trouvé d'explication. Ce n'était pas une maladie, c'était une malédiction. Et lui, par avidité, s'était jeté dans la gueule d'un piège qu'il ne maîtrisait pas. En quittant la pièce, Malik marchait comme un homme ivre, ses jambes lourdes, sa respiration saccadée. Les mots du maître résonnaient dans son crâne, « Tu portes leurs péchés ». Son luxe, son argent, sa gloire, tout cela était construit sur le fardeau invisible d'âmes corrompues. Il leva les yeux vers le ciel noir, les larmes brouillant sa vue. Était-il déjà condamné ? Une seule certitude l'écrasait, il n'était plus maître de son destin. Ce qu'il croyait être une réussite était en réalité une lente descente vers la mort. Et le pire, c'est qu'il n'avait encore rien vu. La révélation du maître spirituel résonnait encore dans la tête de Malik comme un écho insupportable, « Tu portes leurs péchés ». Chaque frisson de fièvre, chaque douleur dans son ventre, chaque vertige n'était pas une simple maladie, mais le poids invisible des fautes des riches qu'il avait servi dans l'ombre. Assis sur le sol poussiéreux de la pièce, il se balançait d'avant en arrière, les yeux rouges de larmes. Son cœur battait à toute vitesse.
Il avait cru acheter la liberté, mais il n'avait fait qu'hériter des chaînes des autres. Il n'était pas riche, il était maudit. La voix du maître coupa ses sanglots. Mais il existe une issue. Malik leva la tête, ses yeux suppliants, son souffle coupé. Quelle issue? Dites-moi, je ne veux pas mourir. Le vieil homme soupira, son regard sombre. On ne se débarrasse pas d'un tel poids. On le transfère. Comme l'on fait avec toi, tu peux le partager à d'autres. Ces mots glacèrent Malik. Son estomac se noua, ses lèvres tremblèrent. Donc, je dois faire à d'autres ce qu'ils m'ont fait? Le maître baissa les yeux, silencieux. La vérité était trop lourde pour être adoucie. Le cœur de Malik explosa en deux. D'un côté, l'instinct de survie hurlait, fais-le, trouve d'autres jeunes, sauve ta vie. De l'autre, sa conscience criait, non. Tu sais la douleur, l'humiliation, le dégoût. Tu ne peux pas infliger ça. Son esprit tournait en boucle, prisonnier d'un choix impossible. Il se voyait déjà tendre la main à des garçons pauvres comme lui autrefois, les attirer dans ce cercle infernal. L'idée seule le dégoûtait. Mais quand il pensa à sa mort lente, à ses organes consumés par un fardeau qui n'était pas le sien, la peur le paralysa. Les larmes coulaient encore sur son visage quand il tomba à genoux devant le maître. « Je vous en supplie, donnez-moi une autre solution. »« Tout sauf ça. » Le vieil homme secoua lentement la tête. « La vie est un échange, Malik. On ne garde pas les ténèbres sans les partager. Tu dois choisir, porter ce fardeau seul et mourir, ou le passer à d'autres et survivre. » Ces mots résonnèrent comme un jugement final. Malik resta immobile, le souffle court, le regard perdu. Dans son cœur, il savait qu'aucune des deux routes n'était un vrai salut. En quittant la pièce, le monde sembla flou, comme s'il marchait dans un rêve amer. Chaque pas était une question sans réponse. Il leva les yeux vers le ciel couvert, cherchant une lumière, une délivrance. Mais il n'y avait que le silence. Dans son esprit, deux voix s'affrontaient, mourir dignement ou survivre en condamnant d'autres innocents. Son corps voulait vivre, mais son âme voulait refuser. Et entre ces deux extrêmes, Malik vacillait, piégé. En lui, une certitude grandissait, quoi qu'il choisisse, il perdrait quelque chose de précieux. Sa vie, ou son humanité. La décision fut lente, douloureuse, mais inévitable. Malik n'était plus l'homme qui pleurait seul dans les toilettes d'un restaurant, ni même celui qui suppliait un maître spirituel de lui donner une autre issue. Désormais, il était devenu ce qu'il avait juré de ne jamais être, un prédateur. Il commença à rôder dans les quartiers pauvres, là où il avait grandi. Les jeunes y avaient les mêmes yeux fatigués, le même ventre vide, la même honte que lui autrefois. Et dans chacun de ces regards désespérés, Malik voyait une opportunité. Une opportunité de survivre, au prix de leur innocence. Il s'approchait d'eux avec des mots sucrés, presque fraternels. « Tu veux réussir vite? Tu veux changer de vie? Moi aussi, j'étais comme toi. Et regarde où j'en suis aujourd'hui. » Les promesses coulaient comme du miel, voyages, habits de marque, appartements luxueux. Mais jamais il ne parlait du prix réel à payer. Comme Babin l'avait fait avec lui, il maquillait le piège de mots séduisants. Les premiers jeunes qu'il recruta eurent les mêmes hésitations que lui autrefois. Mais l'odeur de l'argent, la faim et la misère furent plus fortes. Ils acceptèrent. Et à cet instant, Malik scella son choix fatal. Chaque fois qu'un garçon franchissait la porte pour entrer dans ce monde obscur, une voix en Malik criait « Tu es en train de te tuer une deuxième fois ». Mais il étouffait cette voix sous le bruit des notifications bancaires. Ses comptes explosaient. Les millions s'accumulaient, son nom circulait dans des cercles encore plus fermés. Il n'était plus un simple exécutant, il était devenu un intermédiaire puissant. Pourtant, dans ses yeux, le vide grandissait. Ses sourires étaient mécaniques, ses rires sonnaient creux. Son humanité s'effaçait. L'argent entassé dans ses coffres ne remplissait pas le gouffre qu'il avait creusé en lui. Avec cette richesse nouvelle, Malik s'offrit des villas, des voitures, des voyages encore plus extravagants. Aux yeux du monde, il était l'exemple parfait de la réussite fulgurante. Sur les réseaux, ses publications attiraient des milliers de regards envieux. Mais derrière chaque photo, il y avait une âme vendue, une conscience morte.
Il dépensait sans compter, comme pour étouffer le cri intérieur qui lui rappelait qu'il n'était plus qu'un marchand de malédiction. Les jeunes qu'il avait piégés prenaient désormais sa place dans les chambres d'hôtel et les villas des puissants. Lui, il encaissait. Et chaque billet ajoutait une pierre à sa tombe spirituelle. Un soir, assis au bord de la piscine de sa villa, Malik fixa son reflet dans l'eau. Le visage qui le regardait n'était plus le sien. Ses yeux étaient froids, durs, sans éclat. Il murmura dans le silence. « Je ne suis plus un homme. » Le vent souffla doucement, comme pour lui répondre. Il avait gagné la guerre de l'argent, mais perdu la bataille de l'âme. Ses coffres étaient pleins, mais son cœur était vide. Et au fond de lui, une vérité insupportable le déchirait, il avait choisi de survivre, mais en choisissant, il avait cessé d'exister. À 30 ans, Malik possédait tout ce dont il avait rêvé. Des villas avec piscine, des voitures qu'on ne voyait que dans les clips, des voyages réguliers à l'étranger, une réputation d'homme puissant dans les cercles fermés. Dans les rues, on le saluait avec respect. Dans les soirées, on l'accueillait comme une star. Sur les réseaux, son image faisait rêver toute une génération. Aux yeux du monde, il était l'incarnation de la réussite. Mais quand il rentrait seul dans ses résidences luxueuses, il ôtait ses lunettes de marque et ne voyait plus qu'une vérité effroyable, il n'était qu'un fantôme. Chaque nuit, dans le silence, les souvenirs revenaient, sa première humiliation au restaurant, ses pleurs dans les toilettes, le sourire froid de Babin, la première douleur de son corps vendu. Toutes ces cicatrices invisibles remontaient à la surface comme des ombres indélébiles. L'argent n'avait pas effacé la honte, il l'avait simplement recouverte d'un masque doré. Malik se surprit à murmurer devant son miroir. « Tu es devenu ce que tu détestais. » Car en vérité, il n'était pas différent de ceux qui l'avaient humilié. Pire encore, il était devenu leur reflet, un homme qui utilisait les autres pour survivre. Son cœur était vide. Les fêtes, les voyages, les applaudissements, rien ne comblait le gouffre. Chaque rire était forcé, chaque toast sonnait creux. Les regards envieux qui l'entouraient lui rappelaient ses propres illusions passées. Il se souvenait de la fierté qu'il avait ressentie quand ses voisins l'avaient respecté pour la première fois. Aujourd'hui, il savait que ce respect n'était qu'une façade. Tout ce qui l'entourait n'était pas de l'amour, mais de l'intérêt. Et dans le silence des nuits sans sommeil, une question le dévorait, si je mourais demain, qu'est-ce qui resterait de moi ? La réponse lui faisait peur, rien. Il tenta plusieurs fois de prier, de demander pardon, de retrouver un semblant de paix. Mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Comment demander pardon pour avoir piégé les mêmes jeunes qui lui ressemblaient autrefois ? Comment se libérer quand on est devenu la chaîne de ses propres bourreaux ? Ses villas étaient pleines, mais son âme était vide. Alors, il se réfugiait dans les excès, plus de fêtes, plus d'alcool, plus de voyages. Il dépensait sans compter, comme si brûler son argent pouvait brûler ses remords. Mais la culpabilité ne se dissout pas dans le champagne. Une nuit, seul dans son salon éclairé par les néons de la ville, Malik resta immobile, un verre à la main. Son regard se perdit dans le vide. Ses yeux, autrefois pleins de rage et de rêve, n'étaient plus que deux puits sombres. Il avait tout, et pourtant il n'avait rien. Il comprit qu'il était prisonnier d'un secret trop lourd, un secret qui l'enchaînerait jusqu'à sa mort. L'histoire de Malik ne se termina pas par un cri, ni par un geste. Elle se termina par un silence. Le silence d'un homme riche, admiré, mais détruit à jamais de l'intérieur. L'histoire de Malik ressemble à un vertige. À 28 ans, il n'était qu'un serveur humilié, prisonnier d'un restaurant où l'odeur du vin et des plats luxueux lui rappelait chaque soir qu'il appartenait au monde des oubliés. Il avait connu la honte, le mépris, les dettes, l'abandon. Puis vint Babin, et avec lui, la porte interdite. Derrière cette porte, Malik avait cru trouver la liberté. Mais en vérité, ce n'était pas une liberté, c'était une prison plus grande, une prison invisible. Il avait gravi les échelons, amassé des millions, goûté à la gloire et aux regards envieux. Mais chaque pas vers le luxe avait été payé par une chute intérieure. L'argent avait effacé sa pauvreté, mais jamais sa douleur. Il était devenu riche, mais au prix de son âme. De victime, il s'était transformé en bourreau, piégeant à son tour d'autres jeunes comme lui autrefois. C'était là le plus cruel des destins,
il avait juré de ne jamais devenir comme ceux qui l'avaient humilié, mais il avait fini par leur ressembler. Son histoire porte un avertissement, tous les chemins vers la richesse ne sont pas des bénédictions. Certains sont des pièges, des prisons déguisées en rêves. L'ascension fulgurante peut cacher une descente spirituelle, et les éclats du luxe peuvent briller comme des chaînes. La vraie richesse n'est pas dans ce que l'on montre, mais dans ce que l'on garde en soi. Et Malik, malgré ses villas, ses voitures, ses voyages, n'avait rien gardé. Il avait tout perdu, son innocence, sa dignité, son humanité. Aujourd'hui encore, il respire, il marche, il dépense. Mais en vérité, Malik n'est plus vraiment vivant. Car il existe des morts silencieuses, plus cruelles que la tombe, celles où l'on survit, riche en apparence, mais vide à l'intérieur.